Eh, Je vous épargne un tout petit peu la séquence de publicité, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Bienvenue pour cet après-midi donc de la première journée de la 9e édition de Biz & Buzz. Je ne sais pas si des personnes étaient là ce matin déjà ou pas. Oui, super. Bienvenue. Donc du coup ça m'évite de redire tout. Bien content de vous retrouver ici. Et sans plus tarder, je donne la parole à Roselyne, que j'appelle par son prénom parce que j'ai peur d'écorcher le nom. Merci Roselyne, bienvenue, et qui va nous parler donc de l'emailing, et donc le pouvoir de l'emailing en 2023. C'est tout ce que j'ai à dire. Je donne la parole tout de suite à Roselyne. Merci. Bonjour, merci. Je vais tout de suite éclaircir. Ça se prononce Roel, parce que c'est en fait, c'est un nom d'origine française, bien que ça soit... Mon mari est allemand, mais c'est un nom d'origine française, d'un vieux français, c'est comme Noël. Voilà. Donc, on a évacué tout de suite cette thématique. Et on va parler de l'emailing créateur de valeur, parce qu'aujourd'hui, l'emailing, c'est un des outils du marketing qui est le plus ciblé, un des meilleurs marchés, et sur lequel vous pouvez analyser, je dirais, l'impact de votre campagne. Alors d'abord, une petite présentation. XMail, qui nous sommes. Alors l'année prochaine, nous allons fêter les 25 ans de notre entreprise. Nous sommes une entreprise allemande basée à Fribourg, en Bresgau, et donc une filiale ici en France, à Mulhouse, que je représente. On est présent en France depuis déjà 12 ans. Xavier pourra en témoigner. On est une solution très technologique, avec beaucoup d'intégration, d'API, de possibilités de package, avec un service de consulting qui, si vous avez des projets, peut vous accompagner. C'est-à-dire qu'on ne livre pas un produit comme ça. On vous accompagne. En termes de service, tous nos clients ont un interlocuteur dédié, même les petits. Vous avez face à vous quelqu'un d'humain, de transparent et qui vous suit. Et de compétences, puisque ça fait déjà 25 ans que nous travaillons dans ce domaine. Donc nous sommes un des précurseurs dans l'email marketing. On est aujourd'hui 150. Alors évidemment, ça varie, surtout actuellement. On travaille beaucoup sur le service. Sur les clients, on en a ici 2000. Je ne sais pas si ça a monté ou monté. On travaille avec beaucoup de partenaires. Vous avez tous un interlocuteur dédié et nous sommes made in Germany. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, XMail France, c'est une agence. Voilà, je représente. Mais tous nos développements sont faits en Allemagne, en interne. Toutes nos données sont hébergées en Allemagne. Nous appliquons la RGPD façon allemande. Nous sommes membres fondateurs du CSA, c'est-à-dire du Certified Sender Alliance, qui est un organisme allemand qui fixe les bonnes pratiques, enfin un whitelisting pour les fournisseurs d'Internet, selon les normes allemandes. Donc, très strict, mais grâce à ça, on est reconnu partout et on est surtout reconnu pour notre délivrabilité. Et en dehors du fait que nous soyons une solution très puissante et très technologique. Voilà, ça c'est quelques-uns de nos clients. Vous reconnaîtrez Asterium, qui est mulhousien, que vous connaissez sûrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin? Sinon, c'est des Allemands et des Français, mais un peu du monde entier. Mais bon, on a des belles marques comme Vorwerk, comme Konica, comme Legrand, Lidl, Alnatura pour ceux qui font leurs courses en Allemagne. Voilà. Alors, maintenant, on va vous parler de l'emailing, mais d'abord, l'emailing, ça représente quoi dans la vie quotidienne des gens? Alors, là, c'était une étude que j'ai retrouvée chez Passwire. En moyenne, vos destinataires, ils ont combien d'adresses e-mail? Eh bien, il y en a presque la moitié qui en ont déjà au moins 2.
Et je dirais 10% qu'il y en a 4 et plus. Donc c'est vraiment un outil qui est permanent. Les gens l'utilisent. Les principaux clients de messagerie, sans surprise, c'est Gmail, Outlook. Alors après, on retrouve des Allemands, WebDE, GMX, Orange, SFR. Combien de fois par jour les gens vont le regarder dans leur boîte mail? Eh bien, 2 à 5 fois par jour, c'est 63%. Et 25%, plus de 5 fois par jour. Il suffit que vous receviez vos mails dans votre portable pour déjà, on peut considérer que vous consultez vos mails. Hein, ils sont notifiés sur votre écran, vous regardez. Après, ça dépend évidemment comment vous avez structuré votre boîte mail, mais c'est quelque chose qui arrive très vite chez vos destinataires. Quel type de client? Alors, ça c'est sorti d'une étude que nous avons faite. Desktop en B2B 37.5, sans surprise, les gens sont derrière leur bureau, ils ont Outlook, ils ont ça sur leurs écrans. En B2C, 19%, ça devient de plus en plus rare. Sur les mobiles, c'est le contraire, et sur le web. Je pense que ces chiffres partent d'eux-mêmes et que je n'ai pas besoin de les commenter, à moins que vous ayez des questions là-dessus. Les clients. Ouverture par type de client et par heure. En B2B, c'est à partir de 6 h du matin ou 7 h jusqu'à 18 h. En B2C, ça va, je dirais, un petit peu plus tard en soirée. Vous voulez que je revienne peut-être sur le... Voilà. Avec, sur desktop, mobile et web client, sur les différentes couleurs. Pourquoi fait-on de l'emailing? C'est facile. Vous n'avez pas besoin Vous avez des outils pour ça. Ils sont mis à votre disposition. Ils sont en web. Il n'y a plus besoin de savoir coder. Il n'y a plus besoin de développeurs. C'est aujourd'hui un outil qui est à la disposition de tous. C'est rapide, c'est flexible. C'est précis. Vous savez exactement à qui vous allez l'envoyer. Hein, ce n'est pas une affiche que vous allez mettre sur un carrefour. Vous savez exactement à qui vous l'envoyez et quel message vous voulez délivrer à cette cible-là. C'est réactif. Vous savez tout de suite qui a ouvert, qui a cliqué, qui n'a pas reçu le mail. Et a priori, par rapport à d'autres moyens de marketing, c'est relativement bon marché. Hein, et ça a un ROI qui est encore très élevé par rapport aux autres formes de campagne. Alors là, je me suis amusée à reprendre un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de l'email marketing, ou les points sur lesquels on doit vraiment faire attention. Acheter contre collecter ses propres adresses. Alors ça va être assez facile. N'achetez jamais d'adresse. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr du consentement de vos destinataires, que c'est important. Vous ne connaissez pas l'origine de ces adresses. Vous ne savez pas depuis quand elles sont dans la base. Vous ne savez rien. Et vous allez envoyer un message à des personnes qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être totalement à côté de votre cible. Et donc, non seulement vous allez risquer, je dirais, de dénaturer votre nom de domaine, hein, enfin le nom de domaine sur lequel vous allez envoyer vos mailings, mais en plus, vous aurez une image par rapport au destinataire qui est celle d'un spammer. On va être clair, je reçois un message au bureau pour de la crème glacée,
je me dis, celui-là, il m'a spammé. Cette entreprise n'est pas sérieuse. Je ne me suis pas inscrite. Elle rencontre pas l'objet de mon business. C'est une entreprise avec laquelle je n'ai pas envie de travailler. Ils ont acheté des adresses, ils ont envoyé des messages à n'importe qui. Bon, donc là, c'est récapitulé dans ce que je viens de dire. Hein. Vous êtes un spammer, la qualité des adresses n'est pas connue, vous ne savez pas si ça fait partie de votre groupe cible, et il n'y a pas de consentement. Hein, le double opt-in ou consentement est nécessaire. Voilà. Alors, on a tous les... Enfin, maintenant, ça devient rare. Mais au début, quand j'ai commencé à travailler dans la profession, on avait tout le temps des clients qui disaient « Oui, bon, mais j'ai acheté un fichier, mais juste une fois, j'ai envie de tester. » Non. Non, on ne teste pas. Non, c'est du réel. Vous êtes dans la vie réelle. Quand vous envoyez un mail sur des adresses que vous avez achetées, ce sont des mails qui partent. C'est des réputations de serveurs et de domaines qui sont affectées. C'est une réputation d'une entreprise qui est abîmée. Non. Et c'est quelque chose qui n'a aucun sens. On a encore des clients qui l'ont fait. Ils ont eu 0 retour. Donc, la solution, c'est de générer ses propres adresses. Alors, c'est un travail long, c'est un travail fastidieux. Il faut mettre un formulaire. Il faut intéresser les gens à votre newsletter. Il faut mettre de l'information. Mais c'est une vraie opération de fidélisation. Alors là, on a mis quelques exemples. Des jeux concours. Si vous allez sur notre blog, sur xmail.fr, sur notre blog, on a l'exemple d'une compagnie aérienne qui a augmenté en une semaine de 20 000 adresses ses contacts avec un jeu. C'était un genre... comment ça s'appelle ? Un truc de jeu de mémoire, Memory. Et les gagnants gagnaient une réduction sur un voyage. Donc, ce genre de choses où vous avez un vrai dialogue, enfin, la personne a autorisé après à recevoir la newsletter, vous permet de collecter des adresses. Vous devez évidemment informer les destinataires sur ce à quoi vous vous engagez quand ils déposent une adresse chez vous, en fréquence, en contenu. Veillez à ce que les double opt-in soient à jour et évidemment, je dirais gérer une hygiène de base, c'est-à-dire faire en sorte que les adresses qui ont été déclarées non valides ne soient plus adressées. Très important. Très important parce que si vous continuez à envoyer des adresses non valides, les gestionnaires de messagerie vont vous considérer comme des spammers. Vous n'avez pas été capable de mettre de côté les adresses non valides. Alors, on voit souvent des formulaires où on vous demande votre nom, votre prénom, votre âge, le nombre de vos enfants, où vous habitez, choses comme ça. Et que ce sont des champs obligatoires. Non. La seule condition pour s'inscrire à une newsletter, c'est de laisser une adresse mail. Hein, si vous lisez le règlement de protection des données, c'est le seul obligatoire. Rien ne vous empêche de mettre des champs optionnels ou de relancer en renvoyant vers un formulaire où les gens peuvent déposer de façon naturellement volontaire leurs données. À vous de les attirer avec une carotte en disant grâce à ça, je vais mieux vous connaître, je vous enverrai des newsletters qui seront selon votre profil ou des choses comme ça. Voilà. Une des choses, c'est que si vous demandez trop de champs, les gens vont abandonner. Et donc, en aval, vous pouvez demander à compléter un profil. Des inscriptions à newsletter. Il faut faire en sorte que les personnes puissent se désabonner le plus facilement possible. Alors je sais, c'est dur à entendre. Vous avez gagné un abonné, c'est long, c'est fastidieux, ça a demandé beaucoup d'efforts.
Mais c'est l'autre partie du contrat, c'est que s'il est rentré facilement, il doit pouvoir repartir facilement. Ça donne confiance et ça permet aussi du coup de ne pas être considéré comme spammer parce qu'il préférera se désinscrire plutôt que vous déclarer comme un spam. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des feedback loop, qui est l'information, la notification à l'expéditeur que son mail a été traité comme du spam par le destinataire. Donc, se désabonner, s'abonner en un seul clic et alors, list and subscribe header, je ne sais pas ce que vous savez ce que c'est. Théoriquement, c'est obligatoire. C'est-à-dire que dans des boîtes mail comme Gmail, le destinataire a la possibilité de se désinscrire dans un lien qui n'est pas dans l'email, mais qui est à côté de l'adresse d'expéditeur. Donc ça aussi, c'est à traiter. Qu'est-ce que vous allez mettre dans votre email? Quelque chose de rapide, de concis, de clair. Vous n'allez pas faire en sorte qu'il scrolle pendant 4 ou 5 fois la hauteur de votre email. Vous renvoyez vers des liens qui vont renvoyer vers votre site web si vous souhaitez leur offrir plus d'informations. Je n'ai pas envie de vous lire le slide, je pense que vous pouvez le lire vous-même. Responsive, c'est important. Responsive, ça va faire en sorte que le format de votre email s'adapte à l'écran dans lequel le destinataire va le lire. Et vous l'avez vu aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure dans les statistiques, de plus en plus de mails, une majorité de mails est lue sur mobile. Donc faire en sorte que vos images s'adaptent, que vos textes s'adaptent, c'est-à-dire ne pas mettre un bloc de PDF qui va mettre du texte et de l'image dans votre mailing, parce que bien sûr ça va s'adapter, mais ça ne sera plus lisible, ça ne sera plus je dirais accessible pour les destinataires. Voilà, donc facile à lire. Et là, j'ai mis un vieil exemple d'un mail qui n'existerait plus. Il date. Ici, vous avez la marque qui envoie le message et le bouton. Mise en page statique contre responsive design. Donc, il faut garder des textes concis, contenu principal en haut de page, image alternative. Souvent, les bannières des mailings sont une image horizontale. Quand elles vont être lues sur mobile, évidemment que ça va être très compressé. Donc, peut être remplacé par une image de format vertical. Voilà. Donc ici, 2 exemples. Alors ici, l'exemple d'un mailing qu'on pourrait croire responsive, sauf que c'est un PDF et que là, vous n'allez plus pouvoir lire. Donc, c'est bien, mais c'est absolument pas lisible pour quelqu'un qui reçoit ça sur son portable. Ici, le texte garde sa taille, s'adapte à la largeur de l'écran et ça reste lisible. Et les boutons restent cliquables. Alors le pre-header, c'est les lignes d'aperçu
que vous voyez sous l'objet dans votre boîte mail. Alors, ici, vous en avez un exemple. Ici, vous avez un pré-header, J-6 avant le rendez-vous le plus influent. Je dirais qu'il est une continuation de l'objet. Et ici, un pré-header qui n'en est pas un. Si ce message ne s'affiche pas correctement, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de pré-header, la première ligne du mailing va s'afficher, qui est en général ce message-là. Ce n'est pas ça qui va inciter vos destinataires à ouvrir votre mail. Voilà. Les pros de l'événementiel et de la communication, là, vous avez ça dans votre boîte mail, vous savez tout de suite beaucoup plus de quoi il s'agit. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cible. Et en fonction de votre cible, vous allez choisir l'heure d'envoi. On n'envoie pas un message en B2B au même moment qu'un message en B2C. On n'envoie pas le même message à des cadres qu'à des ménagères. Elles n'ont pas les mêmes rythmes, elles n'ont pas les mêmes tempos. Alors, on a fait une étude. Non, elle n'est pas là. C'était avant. Groupe cible. Diversifier son message en fonction de la cible. Personnaliser le message. Analyser les résultats par groupe cible et intérêt des destinataires. Et bien entendu, tester. Alors, donc ça, c'est les groupes cibles. Et ça, c'est un résultat d'affectation. C'est-à-dire que ici, vous avez des groupes cibles. Dans le même message, ça, c'est un bloc qui est destiné au groupe cible femmes. Et là, c'est un bloc qui est destiné au groupe cible hommes. Donc, vous pouvez cibler non seulement pour les destinataires du message, mais vous pouvez cibler à l'intérieur du message. Et envoyer le même mailing avec des contenus différents selon vos groupes cibles. Et donc, à chacun aura son message. La personnalisation, ça fait aussi partie, c'est de s'adresser de façon directe à vos destinataires. Cher Henri, chère Jeanne, bonjour madame, bonjour monsieur. Pour ça, il y a des outils, ça s'appelle des outils de salutation conditionnelle, qui vont prendre les données et les transformer et, je dirais, offrir une solution par défaut si vous n'avez pas la donnée. Parce qu'évidemment, nous n'avons jamais toutes les données sur notre groupe, sur nos destinataires. Donc ici, quand on a la civilité et le nom, on peut envoyer directement, et sinon, on a trouvé une solution par défaut. Alors, les règles de la délivrabilité, est-ce que vous les connaissez un petit peu? Parce que ça, c'est le plus technique, je dirais, dans ce qu'on va aborder. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de SPF, de DKIM, de DMARC? Alors, je vais prendre un exemple très simple. L'entreprise trucmuche.com à son site, trucmuche.com, envoie ses mails personnels, envoie les mails de ses employés sur trucmuche.com, mais n'a pas protégé son nom de domaine. Ça veut dire qu'un concurrent, quelqu'un qui veut lui nuire, quelqu'un qui est en Chine, en Russie ou en France, va pouvoir utiliser ce nom de domaine pour envoyer des mails à une cible, qui peut être des clients, qui peut être n'importe qui, en utilisant le nom de domaine trucmuche.com. C'est aussi simple que ça. Les serveurs des destinataires vont vérifier si le serveur qui a envoyé ce mail est autorisé à envoyer des mailings sous ce nom de domaine. Si
s'il n'y a pas de protection, n'importe quel serveur peut envoyer des mailings sous ce nom de domaine. Mais si par hasard, vous avez enregistré votre nom de domaine, que vous l'avez relié à une adresse de serveur, enfin une adresse technique, je vais limiter les explications techniques parce que je risque de vous dire des bêtises, et puis ce n'est pas ça l'important. Et si vous n'avez pas mis une sanction, si jamais l'adresse d'expéditeur n'est pas autorisée à envoyer par ce serveur, ça c'est le démarque, hein, n'importe qui peut utiliser. Si vous avez fait ça, le message va être rejeté. Le démarque va dire, si le SPF n'est pas correct ou si le DKIM n'est pas correct, ce message doit être ou rejeté ou mis en quarantaine. Et donc, personne ne pourra envoyer de mailing sous votre nom de domaine ou de sous-domaine, parce qu'on va vous conseiller d'utiliser un sous-domaine par type de communication de mailing, ne pas utiliser votre domaine principal. Donc, cette protection, cette authentification de domaine d'expédition, elle a plusieurs utilités. Elle a de protéger votre nom de domaine contre les abus d'identité, contre les usurpations d'identité. Elle a pour objectif de donner confiance à vos destinataires. Elle a... et vous êtes sûr, et d'augmenter votre délivrabilité, parce que les serveurs de destinataires vont reconnaître que votre nom de domaine a été correctement authentifié et vont l'assimiler à des mails valables. Vous pouvez envoyer des mails valables sans faire cette authentification, mais il est probable que vous aurez une beaucoup plus faible délivrabilité. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Ça vous parle un peu ? Alors, ça se passe au niveau de votre DNS, c'est-à-dire, nous, ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est de créer un sous-domaine. Un sous-domaine, vous avez un domaine principal qui est cci.com, et bien le sous-domaine, ça va être news.cci.com. Et dans le DNS, vous allez relier ce nom de sous-domaine à un nom, à une adresse technique et à un nom de serveur. Ça, ce sont les techniciens qui vont vous le faire. Nous, on va vous donner les entrées que vous aurez à faire. Et le démarque, ça va être la règle qui va s'appliquer si le SPF et le DKIM ne sont pas corrects. Le SPF et le DKIM, c'est la loi. Le démarque, c'est la police. Mais ça, ce sont des choses qui seront à faire au niveau de la gestion de votre domaine. Et là, je vais pas rentrer dans ces domaines, dans ces démarches-là. Mais ça se fait en un quart d'heure. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Protégez votre entreprise, protégez votre nom de domaine, soyez crédible et faites en sorte que vos mailings arrivent à destination. Donc, pour la délivrabilité, donc, il y a évidemment le sous-domaine. Il y a faire en sorte qu'il n'y ait pas du vocabulaire qui puisse être considéré comme du spam, que ce soit dans l'objet ou que ce soit dans le mailing. Avoir un bon rapport texte-image, c'est-à-dire que si vous mettez tout un PDF, ce ne sera qu'une image, même si c'est du texte qui est à lire dedans, mais ça ne sera qu'une image, ça sera considéré comme un spam. Faire attention aux liens de phishing, c'est-à-dire mettre des liens en clair qui renvoient sur le site et non pas sur un autre site. Vous avez peut-être reçu des formations sur la sécurité et on vous a bien dit, même s'il y a un lien en clair, ne cliquez pas dessus, passez la souris pour voir vers quel lien, vers quel site ça renvoie. Ça, c'est du phishing. Ça, c'est testé par les solutions anti-spam
Et si par hasard vous vous trompez, eh bien votre mail sera considéré comme du spam. N'écrire que au opt-in, pas au hard bounce, et un envoi régulier. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que vos destinataires reçoivent un mail régulièrement et que donc les fournisseurs d'Internet vous reconnaissent comme un émetteur régulier d'email. Voilà, donc la délivrabilité, c'est SPF, DKIM des marques, le contenu du mailing et le whitelisting de nos serveurs. C'est-à-dire que nos serveurs sont reconnus comme correctement configurés, comme n'envoyant pas du spam. Tous nos serveurs sont anciens, les IP ont de bonnes réputations, sont anciennes, il n'y a pas de roulement d'IP, on ne brûle pas les IP, enfin voilà. On travaille sur le long terme. Et l'email transactionnel. Alors, l'email transactionnel, c'est le mail qui, en opposition avec l'email de campagne, sera envoyé par action du client. Il aura passé une commande, il va recevoir un mail. Vous envoyez une commande, il va recevoir un bon de livraison. Votre ERP fait une notification, il va recevoir un mail. Ce sont des mails qui sont déclenchés par un système source et non pas par une démarche marketing. Souvent, vous recevez, ça devient de plus en plus rare, mais on reçoit encore des mails de texte pour du mail transactionnel, sans aucune image, sans aucune réassurance. Donc, c'est pas compliqué de faire un mail qui ressemble à quelque chose qui donne confiance aussi à vos destinataires, en ce sens qu'ils se reconnaissent, ils vont reconnaître votre site dans le mail. Ce sont des courriers qui sont attendus, avec des taux d'ouverture et de clics très élevés. Et quand ces mails ne sont pas distribués, eh bien là, vous êtes tous comme nous, enfin comme moi en tout cas. Quand je viens de passer une commande et que je ne reçois pas la confirmation de commande, je pète un câble. Je ne sais pas si ma commande est passée, si mon paiement est arrivé. Voilà, donc c'est important que ces mails arrivent, donc que les domaines soient authentifiés, et donc qu'il n'y ait pas de contenu qui puisse prêter à confusion dans ces mails. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Oui. Encore plus que ça, parce qu'une fois qu'il est déposé chez son gestionnaire de nom de domaine, au minimum, on est tranquille pendant 1 an, voire plus. Non, ça veut dire que si vous déposez ce nom de domaine, ça veut dire que sur le site web, personne ne pourra utiliser ce nom de domaine pour mettre un autre contenu web. D'accord ? Mais rien n'empêche quelqu'un d'utiliser ce nom de domaine pour faire contact@cci.com. Personne. Parce que là c'est pas déposé. Je peux envoyer des mails avec n'importe quel nom de domaine, même des noms de domaine qui n'existent pas. La seule condition, qu'il y ait une adresse de retour vers une adresse valide, qui peut d'ailleurs être aussi en Gmail. Donc, vous avez protégé votre nom de domaine sur le web, mais vous ne l'avez pas protégé en ce sens qu'il puisse servir d'adresse d'expéditeur. Et c'est là où il faut faire en sorte que les serveurs d'expédition de vos mailings soient reconnus comme ayant droit d'utiliser ce nom de domaine ou de sous-domaine, et qu'ils soient les seuls à être autorisés à le faire. Et que s'ils ne sont pas autorisés à le faire, le mail soit rejeté. C'est ça qui est important. Et j'ai un client, qui est une grosse entreprise du nord de la France, qui un jour m'appelle en me disant « Roselyne, je ne comprends pas, je reçois des messages d'OVH, je ne sais pas quoi, en me disant que le mail a été rejeté. » Et en fait, leur nom de sous-domaine, leur domaine et sous-domaine étaient complètement protégés. Quelqu'un avait quand même essayé d'utiliser leur adresse
pour envoyer des mails, d'autant plus que c'est en Allemagne. Et les mails, ils avaient reçu la notification que ces mails avaient été rejetés, n'étaient pas passés, parce qu'ils avaient mis en place SPF, DKIM, des marques. S'ils ne l'avaient pas fait, ces mails seraient arrivés chez leurs clients ou chez des prospects ou je ne sais pas chez qui. Donc, le nom de domaine est protégé pour le web. Mais quand vous confiez l'envoi de vos mails à Xmail, vous devez dire ce nom de domaine ou ce nom de sous-domaine est affecté au serveur d'Xmail. Je donne l'autorisation à Xmail d'envoyer des mails sous ce nom de sous-domaine. Hein? Les mails ne partiront pas de vos serveurs à vous. C'est à ça que servent des solutions comme la nôtre. C'est compris un peu? C'est assez technique, mais c'est vraiment important. Hein. Ça évite la fraude. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai une. Ah, pardon. Vas-y. Vas-y, Xavier. Question, tu en as pas parlé, ça me paraît rhétorique, mais quid de l'A/B testing, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça oui, implique? bien sûr. Ça, c'est un outil. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'A/B testing, c'est une des fonctionnalités qui est mise à disposition sur des plateformes d'emailing, et en particulier la nôtre, qui permet de tester plusieurs variantes d'un même mailing. On rédige des emailings, on se dit, c'est subjectif, on se dit, ah, ça me plaît. Vous allez demander à votre voisine de table, de bureau, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi je prendrais plutôt cette couleur, ou je prendrais plutôt cette image. Qu'est-ce que tu penses de ce call to action? Je mettrais plus haut, je mettrais plus bas. Enfin bon, on est dans la subjectivité. Sur l'objet, qu'est-ce que tu penses de cet objet? Ouais, moi je mettrais plutôt ça, moi je mettrais plutôt ça. On est... Voilà. Et donc, l'A/B testing, ça va vous permettre, alors sur Xmail, sur plusieurs variantes, sur autant de variantes que vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, après, ça ne sert pas à grand-chose, mais 2 ou 3, c'est déjà pas mal, de tester, par exemple, un objet. Et sur un échantillon aléatoire de votre base, et c'est à vous de définir quelle est la quantité, quel est le volume de cet échantillon aléatoire. Hein. Est-ce que c'est 10% de votre base, 5%, 10%, comme vous voulez. Est-ce que ça doit prendre toute la base, les deux ou trois variantes, ou est-ce qu'il y aura un reste qui partira à la meilleure variante? Ça, c'est à vous de décider. Et vous allez tester les variantes de l'objet. Vous allez faire partir ces deux variantes à des échantillons aléatoires, je dis bien aléatoires, hein, de votre base au même moment. Et puis, au bout de 24 heures, vous allez voir quel est... Alors, pour l'objet le plus simple, c'est le taux d'ouverture. Vous allez voir quel est le mail qui a été le plus ouvert. Et donc là, c'est plus dans la subjectivité. Vous êtes dans celui-ci a mieux fonctionné que l'autre, donc je vais envoyer peut-être les 80% de ma base sous cet objet-là. Voilà, ça c'est de l'A/B testing. Là, je vous parle de l'objet, mais ça peut être le contenu d'un mail. Hein, vous pouvez faire 3 ou 4 variantes d'un même mail et l'appliquer de la même façon à des échantillons aléatoires de votre base et décider que le reste, la meilleure variante sera envoyée au reste de la base. Vous pouvez même mettre ça automatiquement, c'est-à-dire que notre outil va dire telle version a le meilleur résultat. Donc, le reste, cette version-là sera envoyée au reste de la base à telle heure que vous aurez choisi. Voilà. Ça, c'est l'A/B testing. Et tout à l'heure, on vous disait tester. L'A/B testing est exactement fait pour ça, pour sortir de la subjectivité et pour avancer dans la connaissance de votre groupe cible, de vos destinataires, de comment vous pouvez, je dirais, dialoguer avec eux. Merci Xavier pour ta remarque. Si tu en as une autre, j'en ai sûrement oublié. Moi, j'avais une petite question en forme de sondage d'ailleurs, en fait, puisque au travers de l'événement Biz & Buzz, on a été amené à envoyer un certain nombre de messages à l'ensemble des inscrits. Est-ce que tout le monde a bien reçu les messages qu'on a envoyés? Ils ne sont pas tombés dans les indésirables, dans les spams? Vous avez bien reçu les messages? Ok. C'était un vrai sujet, on s'est posé beaucoup de questions et on avait, donc j'arrive à la question, comme consigne d'éviter dans l'objet du mail de mettre ne serait-ce qu'un point d'exclamation
Ça semblait être déjà tapageur. A/B testing. Ouais. A/B testing. Ça fait vraiment partie de ces choses dont je ne peux pas vous dire. Il y a beaucoup de gens qui mettent des points d'exclamation, ça arrive, qui mettent des emojis, qui mettent... Aujourd'hui, les règles ne sont plus aussi strictes sur ce genre de choses. Vous n'avez pas mis... Alors par contre, ne mettez pas l'objet en majuscule. Ça, c'est clair. C'est non, parce que, comme vous le savez peut-être, mettre en majuscule sur le web, c'est crier, et que tout le monde a mal aux oreilles. Donc, à ne pas faire. Mais sur le point d'exclamation, moi, je vous dirais tester. Parce que je ne vois pas de raison, si vous n'en mettez pas 10 à la ligne, je ne vois pas pourquoi un point d'exclamation ferait en sorte que vous puissiez passer par du spam. Mais ne mettez pas $, ne mettez pas crédit. Enfin, crédit, en même temps, il y a des organismes de crédit qui sont bien obligés de le mettre. Donc, tout ça, c'est une question de balance. Merci. Ouais, alors ça, là c'est clair, c'est non. C'est l'exemple qu'on donne quand on est en démonstration client pour leur montrer comment ça fonctionne le test anti-spam. On met du Viagra, du Ciagra, je sais pas quoi dedans, ça marche à tous les coups. Mais bon, a priori, la CCI d'Alsace n'a pas de raison de communiquer sur ce genre de choses. Merci Roselyne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Et sinon, je propose qu'on clôture. En tout cas, donc, je découvre ou je redécouvre le mail encore des beaux jours devant lui. Oui, honnêtement, oui. C'est vraiment un outil. Alors, il y a tellement de plateformes. Vous avez tous les réseaux sociaux, vous avez les ads Google, vous avez des choses comme ça. Mais d'abord, ça demande une très grande technicité, hein, tout ce qui est cookies. Et puis, alors, autre chose, c'est que beaucoup d'outils vont arriver à leurs limites. Vous avez aujourd'hui, ça j'ai oublié d'en parler, si j'ai un peu de temps, je peux en parler, c'est tout ce qui est aujourd'hui protection de privacy protection en anglais. À savoir que beaucoup maintenant de messagerie, de clients de messagerie, bloquent ou ouvrent tous les liens, par exemple, pour éviter que les données personnelles soient transmises aux expéditeurs. Hein. Le meilleur exemple, c'est Apple, qui ouvre systématiquement tous les mailings que vous recevez, même si vous ne l'avez pas ouvert. Ouvrir un mailing, c'est quoi? C'est appeler les images. Hein. On considère qu'un mail est dit ouvert quand les images qui sont hébergées sur un serveur sont appelées dans le mailing. Or, Apple, sur ces nouvelles versions, appelle systématiquement les images. Donc les statistiques qui résultent de ces envois ne sont plus crédibles. Et aujourd'hui, on va voir la même chose sur le tracking de liens. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir ce qu'on appelle du tracking anonyme. Vous aurez un taux de clics sur des liens, mais vous ne saurez pas qui a cliqué. Donc on est sur une démarche d'anonymisation des réactions de destinataires ou de lecteurs sur le site web qui vont faire que des tas d'outils vont devenir obsolètes, en particulier tout ce qui est marketing automation. Hein. Alors, il y a toujours des gens qui arrivent à s'en sortir, mais on est allé un jour, on a tous fait la même expérience, on est allé sur un site d'e-commerce, et pendant 15 jours, à chaque fois qu'on ouvrait un site, on avait une publicité. Eh bien, aujourd'hui, ça c'est des cookies, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus restrictif. Donc, l'email a des grandes chances parce que, en respectant évidemment vos destinataires, vous savez que ça arrive à destination. Vous n'aurez pas forcément tous les ouvreurs, vous n'aurez pas tous les clics, mais vous aurez des taux d'ouverture, vous aurez des taux de clics, et pour un prix qui est quand même beaucoup moindre que d'autres campagnes marketing. Du coup, quand on va envoyer à des bases clients B2B, par exemple les nouveaux tarifs ou des conditions commerciales qui changent, les CGV, enfin ce genre de choses, où il y a une dimension finalement légale,
On ne pourra plus savoir qui a ouvert ou qui a fermé, enfin qui a ouvert, qui a cliqué, qui a téléchargé. Ça, on ne le verra plus demain. Pas forcément. Ça dépend. Si votre client a ouvert ça sur le nouvel Apple, vous ne saurez pas. Vous verrez qu'il a ouvert, mais vous ne saurez pas s'il a vraiment ouvert. D'accord. Donc il n'y a aucune dimension légale, enfin nous contractuelle enfin oui, s'il nous dit, moi votre tarif, avec la loi Hamon, on a les 60 jours, voilà, si on l'a expédié, nous on pourra pas on n'aura aucune preuve, même si on a dans le système d'emailing, ce sera mentionné comme quoi il l'a bien eu et qu'il a cliqué ou qu'il a ouvert. Ça n'a aucune valeur juridique, légale. Non. Okay. Non, mais contractuellement, vous pouvez dire les tarifs seront envoyés par mail. Merci de faire en sorte de regarder votre boîte mail. Mais ça, on leur dit par mail. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais au début, je ne sais pas quel type de contrat. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va devenir une boîte noire. Ok. Après, s'il a cliqué sur le lien de téléchargement, ça, vous allez pouvoir le savoir quand même. Pas encore. Mais ça va, on en prend le chemin. On va conclure parce que le timing nous l'impose. Merci beaucoup Roselyne pour ces éclairages. On peut applaudir. Et donc, quelques petites minutes, le temps de changer d'interlocuteur. C'est Xavier Noël qui va intervenir sur un sujet tout aussi excitant, donc la marque employeur, un vrai sujet d'actualité pour celles et ceux qui rament pour embaucher. N'hésitez pas, pendant la petite transition, vous pouvez faire un petit tour à côté, dire bonjour à nos amis qui vous attendent pour vous donner plein d'informations si vous en souhaitez. Je rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, en tout cas, il y a un petit quiz sympa où vous pouvez jouer et gagner plein de choses tout aussi sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer aussi. On se donne rendez-vous dans 5-10 minutes maximum pour qu'on ne glisse pas trop dans le timing. Merci, à tout de suite.